Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour à tous, vous êtes sur les Sherlocks du voyage. Aujourd'hui, on va parler du numérique responsable dans le tourisme avec Alexandra Larry du collectif Digital Green Tourism et Elsa Brindazur de Elsa Happy Travel. Bonjour. Salut Mélanie. Salut. Alors tout d'abord, qui êtes-vous, Alexandre et Elsa? Est-ce que vous pouvez présenter le collectif Digital Green Tourism et Elsa Happy Travels? Alors je me présente déjà, je suis dans le tourisme depuis assez longtemps. Voilà, mon passion c'était les voyages. Donc naturellement j'ai travaillé dans le tourisme. J'ai été dans des agences de voyage, j'ai eu mon agence de voyage aussi. Mon engagement en fait c'est surtout pour des voyages de sens, des voyages aussi durables et responsables. Durant le Covid et un peu comme tout le monde en fait, j'ai souhaité aussi monter en expertise sur le digital. J'ai créé en fait ce collectif qui ressemble à on va dire à différentes visions de beaucoup de personnes. Mon expérience rejoint celle d'Alex. À un petit détail près, c'est que moi j'ai pas toujours été dans le domaine du tourisme. J'ai été longtemps dans le milieu de l'industrie et j'ai eu envie de donner du sens à cette expertise que j'ai acquise pendant ces 15 ans de travail en milieu industriel pour justement faire quelque chose qui me parlait plus et aller plus loin sur quelque chose d'engagé, de sens. Et c'est comme ça que j'ai fait le pont et que j'ai rejoint le milieu du tourisme. J'ai eu la chance de faire de très belles rencontres et de travailler en intelligence collective avec différentes personnes. Ça a créé des synergies et puis ça m'a permis de développer complètement, de déployer complètement ma vision au travers de 3 activités. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je propose aux professionnels du tourisme à la fois des formations, des accompagnements pour les engager eux et leurs parties prenantes, parce qu'on ne fait rien sans ces parties prenantes, et ça c'est quelque chose que j'ai pu vivre au tout début de mon aventure. Donc les engager dans une mutation profonde vers une activité durable, dont là en l'occurrence le voyage durable, et je m'adresse aussi au grand public via mes activités de création de voyages immersifs, reconnexion nature. Et j'ai aussi une partie où j'accompagne les gens de manière plus individuelle, plutôt côté développement personnel, parce que le développement personnel, moi je le conçois comme un voyage intérieur, et pour moi c'est la même démarche que le voyage physique. Et c'est de cette manière-là que j'accompagne les porteurs de projets créatifs pour développer leur identité, leur vision, leur positionnement, etc. Annie, tu m'as demandé en fait pourquoi ce collectif. En fait, le collectif, pour moi, j'aime bien la définition un petit peu du dictionnaire qui dit que c'est une équipe, un groupe qui poursuit un objectif commun. Le but justement de ce collectif-là, puisqu'il y a autant de collectifs que d'organisations aussi, parce que ça pousse un petit peu partout, donc dans différents secteurs. En fait, il y a la pédagogie, en fait avec la partie formation. Et après, il y a la partie forcément aussi en complément de l'opérationnel avec toutes ces expertises. Puisque pour information, au jour d'aujourd'hui, nous sommes 28 dans le collectif. Il y a 28 personnes qui ont des expertises complémentaires, ce qui permet vraiment de pouvoir être en co-création, d'avoir une agilité en fait sur différents projets, sur différents acteurs. Donc le scope est assez large. On va du coup rentrer dans le sujet. La première question, c'est est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres finalement sur l'impact du numérique ? En quoi ce sujet finalement il est important à prendre en compte dans sa stratégie RSE? Parce que c'est vrai que quand on a une stratégie RSE, on pense pas forcément, en tout cas moi la première, à l'impact du digital. Oui, tout à fait. Alors je vais commencer par 2 chiffres pour moi qui sont vraiment massifs, s'il faut en retenir que 2. L'impact du digital, mine de rien, c'est à l'heure actuelle environ, selon les façons d'évaluer, 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ça s'arrête pas là, ça peut doubler jusqu'à 8% au rythme actuel de croissance
entre la fabrication des appareils électroniques auxquels on ne pense absolument pas et qui est un désastre écologique, hein, et l'usage de l'électronique qui est fait à travers le monde. Il faut savoir qu'il y a des milliards d'utilisateurs d'appareils mobiles. Tout le monde n'a pas un PC, mais beaucoup de personnes à travers le monde, y compris dans les pays émergents, ont accès à un smartphone. Donc on attend un doublement d'ici 2030. Donc l'enjeu, il est énorme. Et on voit qu'avec ces chiffres-là, déjà, on est au-delà des émissions de gaz à effet de serre de l'aviation civile. Donc c'est hyper important pour moi d'intégrer dans sa stratégie RSE des actions orientées sur la réduction des impacts du numérique, et on va voir qu'il y a des bonnes pratiques assez simples de bon sens qui peuvent permettre déjà de réduire les émissions de gaz à effet de serre quasiment d'une moitié. Juste pour rajouter peut-être notre chiffre, le numérique mobilise 10% de la production d'électricité au niveau mondial. C'est un vrai sujet, en fait, le numérique, quand on met en place une stratégie RSE, quand on veut quand on veut rentrer dans cette stratégie-là, il faut penser au numérique et avoir ces chiffres en tête. Donc c'est très important de poser un petit peu le cadre avec quelques chiffres, parce que ça va vraiment peut-être surprendre aussi certains de nos auditrices et de nos auditeurs. Moi-même, la première fois que j'ai eu un peu accès à ces chiffres-là, j'avais pas du tout idée du poids du numérique sur la consommation énergétique. Et c'est vrai que ce sujet, il nous tient à cœur aussi de l'aborder dans les Sherlocks pour justement qu'il soit pas mis sous le tapis et qu'on puisse que tout le monde ait en tête ces chiffres. Et donc concrètement, quel est le découpage de l'impact du numérique entre justement, vous en parliez, la fabrication des équipements, l'hébergement, donc on va parler de l'hébergement des data centers, on héberge les données, et l'utilisation du numérique au quotidien, et finalement la boucle est bouclée, le recyclage dans le cycle de vie de nos usages numériques. Il y a une chose qui me paraît vraiment importante à retenir, c'est que dans le cycle de vie du numérique, on pense beaucoup aux usages, mais on pense pas du tout à la fabrication. Et en fait, plus de 50% des impacts écologiques portent sur toutes les actions qu'on doit faire pour la fabrication de ces appareils électroniques, et notamment l'extraction des matières premières, puisque là on est dans les mines, etc. Et on touche là des problématiques très fortes sur l'environnemental, mais aussi sur le social, avec le travail des enfants, etc. Donc le numérique, ça peut aller très très loin si on regarde tout le cycle de vie complet. Et on a aussi des gros soucis sur le recyclage de ces appareils. Ça s'améliore progressivement, mais on n'en est pas à recycler de manière généralisée. On n'a que 15% de recyclage. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément quand on utilise des outils numériques à ce recyclage-là, et à l'obsolescence programmée aussi. Exact. Alors l'État s'est déjà emparé du sujet, hein, avec une nouvelle loi qui vient de sortir et qui commence à réguler un petit peu, on en parlera certainement plus loin, mais qui commence déjà à réguler ça. Sur l'obsolescence, etc. Mais pour moi, c'est déjà un changement de mentalité, un changement culturel à faire auprès du grand public, en fait. Et pour finir, une petite info, en 2019, il y a eu 53 millions de tonnes de déchets électroniques dans le monde, soit 21% d'augmentation en 5 ans. Voilà. Donc, ok, c'est hyper important. Et concernant la phase d'utilisation, on est sur des ordres de grandeur moindres, on l'a dit, ont accès aux outils numériques. Oui, alors effectivement, sur l'utilisation, je pense que c'est amené à augmenter toujours plus, malgré les efforts qu'on peut faire, malgré les optimisations de consommation énergétique des différents équipements. Et sur le cycle de vie, les fabricants sont de plus en plus tenus à des obligations, hein. Donc naturellement, les impacts écologiques vont être amenés à diminuer. Donc progressivement, on va avoir une bascule sur les poids relatifs entre l'utilisation et la production, sachant que en utilisation, c'est quelque chose qu'on peut difficilement maîtriser, hein, puisqu'une fois que les appareils sont mis en service commercialisé, après les gens en font les usages qu'ils souhaitent. Finalement, on peut les inciter, mais c'est assez compliqué de réguler sur les usages, à part sur les réseaux, les data centers, tout ce qui est équipement commun. Après, au niveau terminaux utilisateurs, c'est plus difficile à maîtriser. Et c'est pour ça que je parle de l'importance du changement des mentalités. D'accord, oui, c'est ce que tu disais précédemment.
Alors, on va peut-être commencer du coup par la question sur, parce que ça fait depuis tout à l'heure qu'on aborde un petit peu cette question-là. Il y a une loi qui est passée le 15 novembre 2021, qui est la loi RIN, qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Alors du coup, c'est l'occasion de décrypter avec vous ce que dit la loi, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous c'est une avancée majeure? Quel est votre avis? Est-ce que ça va changer des choses et quoi pour les opérateurs du voyage notamment? La loi, donc pour faire un petit peu d'information pour nos auditeurs, la loi est articulée autour de 3 axes. Donc le premier axe, et ça l'État s'est bien saisi du problème, c'est la prise de conscience du grand public et la prévention des impacts écologiques du numérique. Donc on est beaucoup sur des actions de formation à la sobriété numérique. Donc il va y avoir des choses qui seront prévues dans les programmes des écoles, dès le plus jeune âge à l'école, et aussi au niveau des universités, des écoles d'ingénieurs. Maintenant, ça va devenir une véritable obligation. À partir de la rentrée 2022, il y aura des modules d'éco-conception des services numériques qui seront obligatoires. Il y a aussi un observatoire national qui va permettre de mesurer précisément les impacts. Donc cet observatoire, il travaille en coopération avec l'ADEME et l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation de tout ce qui est numérique en France. Et il va y avoir un référentiel d'éco-conception des sites web pour 2024 à l'échelle nationale et une obligation d'information de tous les usagers sur les consommations directement sur les services, notamment les services vidéo à la demande, qui représentent, alors je sais plus le chiffre exact, je crois que c'est 60% du trafic global sur la bande passante. Okay. Donc c'est énorme. Ensuite, il y a un deuxième axe qui est fort aussi, c'est l'axe de la lutte contre l'obsolescence programmée, avec du bridage sur le renouvellement des appareils électroniques. Juste pour revenir sur l'obsolescence, en fait, on a au jour d'aujourd'hui, il y a différentes obsolescences, que ce soit l'obsolescence indirecte, c'est-à-dire que si l'application, par exemple, est trop énergivore, ça entraîne tout simplement un changement de matériel. L'obsolescence directe, donc c'est tout simplement la fin du support technique d'un logiciel. Donc un composant d'une durée de vie programmée. Ce qu'on disait, l'obsolescence par incompatibilité, c'est une nouvelle version d'un logiciel par exemple, donc un nouveau format. Et l'obsolescence perçue, ça c'est c'est des logiciels qui derrière sont à la mode, au design, etc. Donc voilà, ça c'est l'avancée technologique qui fait que derrière, comme typiquement un smartphone, j'ai le 10, je veux le 11, je veux le 12, je veux le 13, bon voilà, au final on pousse à la consommation pour avoir le dernier, même s'il n'y a pas un réel besoin derrière, un effet de mode, quoi. Exactement. Donc par rapport à la loi, à la loi RIM, le Sénat avait proposé en fait une taxe verte pour les produits reconditionnés. En fait, ils auraient bénéficié d'une TVA réduite à 5,5, mais la navette parlementaire n'a pas validé ça, malheureusement. Mais moi, je pense après que sur cette loi-là, en fait, c'est quand même une première mondiale, donc c'est quand même une avancée intéressante. C'est quand même bien. Et je pense aussi que forcément la France doit être un leader sur cet aspect-là du numérique responsable. Donc tant mieux qu'on puisse. Donc c'est plutôt pour vous, c'est quelque chose de plutôt positif, qui est un premier pas, en tout cas, vers au moins une prise de conscience aussi des personnes. Et comme tu disais, Elsa, dès le plus jeune âge, c'est assez surprenant d'ailleurs et très intéressant que ça rentre dans le programme des écoles. Moi, c'est parmi les infos que vous m'avez données, c'est une des infos qui m'a le plus marqué, de former la jeunesse à finalement aux enjeux de demain, quoi. Effectivement, la jeunesse est déjà, moi je trouve, assez engagée. Bien souvent, ils posent des questions à leurs aînés qui sont assez gênantes. Et cette loi-là va permettre d'aller encore plus loin là-dessus, puisque on va uniformiser un petit peu les pratiques et l'enseignement qui sera fait. Et je pense que naturellement, la jeunesse va tirer vers le haut l'ensemble de la profession, surtout concernant le numérique. Ils ont une pratique beaucoup plus fluide, beaucoup plus instinctive du numérique. Ouais, c'est digital, donc eux, ils verront.
Voilà, ils verront tout de suite ce qu'il est possible de faire pour améliorer les choses et ils s'intéresseront à ça de manière peut-être beaucoup plus efficiente que nous encore. Et je pense que justement dans le milieu du voyage, ils vont amener cette compétence-là, cette tendance-là. Alors autant tout de suite se préparer à basculer là-dedans parce que ça va pousser de toute façon, hein. Ça va pousser vers ça. Oui, puisque en plus si la loi se met à légiférer sur ces sujets, on sait que de toute façon, à un moment donné, il va falloir s'y mettre. Donc, autant s'y mettre le plus tôt possible. Voilà. Puis au niveau européen, ils vont s'y mettre aussi. Donc Ouais, derrière, on sait que quand l'Europe s'y met aussi, derrière, la France va suivre aussi. Donc ouais. ça peut aller très vite. Donc, on a parlé beaucoup des impacts du numérique, mais c'était important d'en parler. Mais en fait, le numérique, si on l'utilise, c'est aussi parce que déjà, ça permet plein de choses. Mais ça peut être aussi, et c'est aussi, un allié de la transition environnementale. Et du coup, en quoi, justement, quels sont les usages du numérique qui peuvent être un allié de la transition environnementale, selon vous, à l'inverse de leur impact? Alors, c'est pour moi le numérique, c'est un outil. Donc c'est comme Internet, c'est comme un médicament, c'est comme plein de choses. Toute discipline, selon l'usage que tu en fais, ça peut être bénéfique ou toxique, tout simplement. Et effectivement, il y a plein d'avantages avec le numérique. Bien utilisé, on peut vraiment s'en servir au quotidien pour réduire notre empreinte écologique. Bon, la première cause, même si ça paraît pas forcément quelque chose de facile à gérer pour les professionnels du voyage, mais c'est la limitation des déplacements. Alors la limitation des déplacements pour un professionnel du voyage, comment on gère ça ? Pour moi, on gère ça avec un déplacement avec encore plus de valeur ajoutée, un déplacement vraiment qui a du sens. Donc c'est un peu tout le sens du travail qu'on fait au niveau du collectif. Et puis au cours de ce déplacement, en fait, on peut avoir un aperçu de tout ce qui peut être vertueux en termes de réduction de l'empreinte écologique, et notamment au travers de l'usage du numérique. Donc ça peut être par exemple des déclinaisons du numérique, c'est le pilotage des consommations d'énergie. Donc ça, typiquement dans les hôtels, ça peut être hyper intéressant pour optimiser les consommations d'électricité, d'eau. Les objets connectés, ça peut être intéressant aussi. Après, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus indirectes mais hyper intéressantes. C'est par exemple ce que fait Flokeo pour modéliser l'état des espaces naturels dans le temps. Pour ça, ils utilisent l'imagerie numérique, ils utilisent la big data, les données satellites, etc. Donc forcément, grosse utilisation du numérique, mais au service de la protection des milieux naturels et de la biodiversité. Et puis, il y a tout le volet inclusion. Alors ça, Alex, je pense que tu peux nous en dire plus. Ouais, en fait, tout le volet inclusion, en fait, c'est forcément important puisqu'on va parler d'accessibilité numérique, tout simplement pour des personnes qui peuvent être en situation de handicap, que ce soit visuel, auditif, motrice ou cognitive. Il existe un référentiel qui s'appelle le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, RG2A. C'est une norme en fait pour rendre accessibles les outils numériques. Pour donner des exemples, là, ça peut être sur la solution de déficience visuelle, donc ça peut être par exemple augmenter les textes proposés par navigateur, dont des logiciels d'agrandissement, des lecteurs d'écran pilotant une sentence vocale ou une plage en braille. Voilà, tout ça, c'est forcément du numérique. Handicap auditif, ça peut être du transcription textuelle ou traduction de contenu. Difficulté motrice, c'est tout ça, mais souris adaptée, accès au clavier, logiciel de reconnaissance vocale par exemple. Voilà. Et après il y a la partie qu'on appelle l'électronisme, qui touche 17% de la population française. C'est quoi ça, du coup? En fait, c'est la difficulté, voire l'incapacité que rencontre une personne en fait à utiliser l'appareil numérique. C'est un vecteur d'inclusion. Mais ça peut être, du coup, avec l'électronisme, finalement un vecteur d'exclusion si on a un peu du mal à, justement, utiliser ces appareils numériques, quoi. Oui, parce qu'il y a des gens qui derrière ne... C'est important de rappeler que l'électronisme existe, parce que je pense que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Parce que tout le monde, en fait, sait comment ça marche, connaît les ordinateurs. Il y en a qui sont vraiment...
au tout début, ou qui ne connaissent pas, ou qui n'ont pas eu l'occasion d'eux, voilà, donc c'est une partie de la population française qui est mise de côté et qui derrière aurait une utilité positive justement à avoir accès à ce numérique-là. Le numérique donc est indispensable, hein, on le sait, hein, plus ou moins, hein, et permet de faire plein de choses. Il a aussi un impact, donc on l'a vu. Là, l'État essaye de l'encadrer, d'encadrer ces pratiques-là, puisque tout le monde aujourd'hui, ou en tout cas une grande partie des personnes, y compris du coup maintenant nos enfants qui vont être formés à ces sujets-là, doivent prendre en compte le numérique dans notre vie quotidienne, parce que c'est un élément clé de notre vie finalement. Alors quelles sont les bonnes pratiques générales qu'il faut avoir en tête aujourd'hui pour réduire l'impact du numérique sur lesquels les usagers et les opérateurs peuvent agir? Alors pour moi, s'il y a une action à retenir, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'échelle individuelle, personnelle, et qu'on peut faire aussi à l'échelle des entreprises. C'est tout simple et c'est prolonger la durée de vie de ces appareils électroniques. C'est vraiment important, ce changement des mentalités, ça commence par là. Et ça peut aussi se traduire au niveau de la consommation. Je pense notamment à la consommation de la vidéo. La vidéo en ligne, ça consomme une bande passante énorme par rapport au reste des données. On peut avoir un usage sobre de la vidéo en baissant la résolution des vidéos qu'on regarde en streaming. Vous les télécharger tout simplement, peut-être aussi, plutôt que les regarder en streaming. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que la loi a fait un focus sur les services de VOD pour afficher la consommation, les émissions de gaz à effet de serre engagées par le visionnage d'une vidéo. C'est pas pour rien, c'est que ça a un impact vraiment énorme. On va en parler après, parce que je pense que du coup la vidéo c'est aussi c'est à la fois un média qui est consommateur de données, mais c'est un média qui est très engageant et qui est très immersif aussi. Donc pour les professionnels du tourisme, j'imagine que c'est un sujet aussi de se dire avec la vie, qu'est-ce que je fais de mes vidéos. C'est vrai que c'est important parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'acteurs du tourisme en fait qui peuvent se dire on va multiplier des vidéos, on va multiplier les photos, c'est pareil, on va multiplier plein de choses en fait, soit sur le site internet ou en communication en général, pour justement attirer ces personnes-là. Mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est que, comme je dis toujours, ça sert à rien d'avoir 50 vidéos, 50 photos. Une vidéo de 30 ou 45 secondes impactante est aussi, si ce n'est plus efficace que 5 vidéos de 2 minutes 50. Donc derrière, en fait, c'est tout simplement on va dire un process peut-être à réactualiser. Au niveau du collectif, ce que vous préconisez, de ce qu'on comprend, c'est peut-être oui la vidéo, oui les photos, mais peut-être moins, des plus jolies et des choses qui vont aller droit au but sur ce qu'on a réellement envie de mettre en avant préférentiellement. Exactement. Laisse-moi. De toute façon, le voyageur... Après, c'est un positionnement particulier aussi. Est-ce que tout le monde peut le faire? Peut-être pas. Mais en tout cas, si on veut s'engager dans une politique RSE et être dans quelque chose de qualitatif plutôt que de quantitatif, de ce que je comprends, on doit avoir cette stratégie-là de bout en bout et au niveau du numérique également pour être cohérent. Alors voilà, nous c'est ce pourquoi on milite et c'est ce qu'on propose. On est bien conscient que ça sera peut-être pas suivi par l'ensemble de la profession, mais si ça peut être suivi par des majors de la profession, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Et puis après, chacun est libre, hein. Donc tester un business model ou un autre et puis voir les retours, voir ce à quoi les gens s'attendent. Et c'est aussi pour ça, avec le collectif, qu'on milite auprès du grand public et qu'on a une action auprès du grand public pour faire changer les mentalités, parce que de toute façon, le métier s'adaptera à la demande. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui est forcément intéressant, c'est par rapport au collectif, c'est de dire en fait, on va pas vous dire, parce qu'il y a beaucoup de questions en fait. Ils disent oui, mais attendez, je vais pas refaire mon site, je vais pas tout refaire, je vais pas repartir de zéro, c'est pas possible. On a X années
d'historique en tant que voyagiste ou agence de voyage. On a des clients, on a quelque chose d'établi depuis des années. On peut pas repartir de zéro. Le but c'est pas ça en fait. Le but c'est de pouvoir s'adapter, d'avoir un dosage, d'avoir une cohérence petit à petit, et derrière d'être en cohérence tout simplement avec à un moment donné ces propositions. Mais ça se fait par étapes. On n'est pas des extrémistes, on va dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent l'écologie, les politiques, qui mettent tout dans le même sac, et puis au final on arrive à ok, très bien, le drapeau vert. On n'est pas obligé de tout attaquer d'un coup, on peut aussi être attaqué. Voilà. Et c'est impossible d'ailleurs. Bien sûr, c'est impossible, et puis c'est pas productif. Donc derrière, après, le but c'est de pouvoir décliner certaines choses, de pouvoir faire évoluer d'autres choses. Que ce soit, on va en parler des sites internet, mais que ce soit aussi par rapport à la RSE, voilà, c'est petit à petit que ça avance. Et puis il y a aussi des créations, des startups, des jeunes créateurs et des jeunes entrepreneurs qui eux partent justement sur cette vision-là dès le début. Et voilà, c'est aussi intéressant. C'est plus facile finalement pour eux, parce que du coup ils n'ont pas leur passif en gros qui a changé. Ils commencent sur des briques neuves, quoi. Exactement. Mais on va dire les acteurs du tourisme historique peuvent faire ce changement petit à petit, tout simplement. J'ai vu qu'il y a pour parler du tourisme, que Voyamar sortait une brochure voyage éco-responsable, il me semble. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas. Mais ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, ils ont fait l'effort de produire quelque chose. Donc on a des quand même c'est négatif, ce que vous faites c'est du greenwashing. Non, derrière c'est bien, voilà, c'est une première étape. C'est une première étape, en tout cas. On voit qu'il y a des changements qui s'opèrent dans le secteur du voyage vers une prise de conscience, ou en tout cas une offre qui va correspondre aussi à une certaine demande. Et ce que tu disais, Elsa, ça rejoint aussi ça. Si finalement il y a la demande qui est là, et si les gens changent de paradigme et qu'en plus la loi l'encadre, forcément, de toute façon, il va y avoir cette demande-là à un moment, et les opérateurs du tourisme ont intérêt finalement à commencer ce cheminement le plus tôt possible aussi. Et vous êtes là pour les accompagner. Ce qui est vraiment important, c'est de fonctionner en toute bienveillance, c'est-à-dire que personne n'est parfait dans ce domaine-là. La RSE, c'est pas l'école des bons élèves, c'est l'école du progrès collectif. Donc nous, toute bonne initiative, on la salue et on l'encourage. On n'est pas là pour juger si c'est du greenwashing, pas du greenwashing. On accompagne les personnes à faire mieux, à aller plus loin, à la mesure de leurs moyens, à la mesure de leur vision. Et chacun aura sa façon d'aller plus loin. On n'est pas obligé d'attaquer tous les chantiers pharaoniques possibles et imaginables en même temps. Déjà, c'est pas réaliste, c'est pas possible. Et puis, on peut aussi avoir une certaine identité de marque et vouloir se concentrer sur certains aspects, peut-être moins sur d'autres. C'est aussi la diversité du milieu, c'est ce qui fait que c'est intéressant. C'est ce qui fait que chacun sera unique avec son offre et ses propositions. Et nous, on respecte complètement ça, en fait. Nous, ce qu'on essaye vraiment de mettre en place, c'est juste une démarche, un cheminement. Peu importe d'où on part, ce qui est important, c'est de se mettre en chemin. D'accord. Bien sûr, c'est clair. Demain, pour finir, demain, tu es un voyagiste, une agence de voyage ou autre qui fait du tourisme. Alors, j'aime pas le tourisme de masse parce que j'aime pas ce mot-là, mais tourisme général, on va dire. Il n'y a pas d'interdiction qu'à côté, ils puissent développer en parallèle un tourisme durable et qui fait que derrière, le client va alterner justement sur ce tourisme général qui existera toujours, et sur le voyage d'après va aller sur du tourisme, sur cette offre de tourisme durable. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Donc c'est pas des mondes qui doivent entre guillemets se faire la guerre, mais qui s'opposer, mais qui doivent justement vivre ensemble. Et à un moment donné, après, il y aura une bascule. C'est le client qui est roi, entre guillemets, le voyageur. Si derrière t'as plus de 60% de tes clients qui vont aller sur ce que tu as proposé en durable et moins sur le général, tu vas réduire ton général et tu vas faire sur le durable. Un peu comme le bio, un peu comme la tendance du bio dans la food. On peut avoir. Il n'y avait pas grand chose, et puis maintenant tu as des rayons entiers, quoi. Donc, Exactement. Nous, ce qu'on vise à la fin, c'est une réduction effective de l'empreinte écologique. Et quand on dit empreinte écologique, on ne parle pas que d'émissions de gaz à effet de serre, on parle de tout le reste.
Il y a plein de choses à gérer. Il y a les déchets, il y a la pollution, il y a les ressources naturelles, un peu comme on l'a vu sur le numérique. Tout le monde s'imagine que le numérique, c'est beaucoup de gaz à effet de serre parce que c'est ça qu'on nous martèle. Mais derrière, il y a énormément de problématiques sur les ressources, sur le social, sur les déchets, sur la pollution, sur la préservation des espaces naturels derrière. Parce que quand on cannibalise un pays entier pour aller ravager son sous-sol et prélever les minerais, il y a ça aussi qui se cache derrière. C'est global. En fait, le numérique a un fort lien avec le monde du voyage et tout est plus ou moins lié. La démarche RSE, elle permet d'appréhender toutes ces dimensions-là, toutes ces problématiques-là, avec une approche globale et assez simple pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action efficaces sans être des spécialistes de tout, parce que c'est pas possible. Super intéressant ce que tu dis, Elsa, parce que tu mets en valeur aussi que le numérique finalement ont des impacts eux-mêmes sur le tourisme, et donc du coup quoi de plus naturel finalement que ce soit les opérateurs du tourisme qui commencent j'imagine à être sur ce sujet-là, puisque ça détruit des écosystèmes aussi. Oui. Le tourisme a une force importante sur comme on disait, sur le social, l'environnemental, l'économique et même, je dirais, à un moment donné, politique aussi. Le voyage doit avoir un sens aussi à un moment donné, et ce sens-là, après, se retranscrit aussi sur la destination, qui permet de faire évoluer cette destination positivement et non négativement. Que ce soit sur tout ce qui est aspect communautaire, tout ce qui est aspect biodiversité, etc. Donc voilà, ça dicte ça aussi. Tous les pays, les destinations se sont formatés par rapport aux demandes des voyages, aux demandes des voyageurs et forcément des voyagistes et des agences de voyage et autres. Maintenant, ce formatage-là aujourd'hui a explosé avec le Covid. Et derrière, il y a justement un autre format qui se développe et qui va se développer de façon pérenne, et c'est pas juste un effet de mode. Et c'est justement sur cette partie-là qu'il faut que le tourisme puisse prendre toute sa part, positivement forcément. Donc pour moi, le tourisme, c'est vraiment un vecteur extraordinaire et polyvalent pour faire avancer les objectifs de développement durable des Nations Unies. Le tourisme est réputé impacter 4 des 20, des 17, ou je sais plus combien il y en a, des objectifs de développement durable. Pour moi, il en impacte beaucoup plus, en vrai, indirectement. Ouais. Et donc, le tourisme responsable, enfin, moi, j'aime un peu moins ce mot tourisme, je préfère le mot voyage. Le voyage durable, responsable, conscient, je préfère le mot conscient. Pour moi, ça peut être un énorme vecteur à la fois de prise de conscience, à la fois de projection, d'expérimentation aussi, pour ensuite scaler, mettre ça à l'échelle de ta vie courante. Et pour moi, c'est pour ça que les professionnels du tourisme ont un rôle à jouer un petit peu dans tous les domaines de l'empreinte écologique, et dont le numérique, dont on a vu l'intérêt aujourd'hui. Alors oui, les opérateurs de tourisme ont complètement leur mot à dire, ils sont complètement légitimes sur la partie numérique, clairement. Même si c'est pas des experts informatiques, peu importe, en termes d'usage, ils peuvent être pionniers, ils peuvent vraiment montrer l'exemple, ils peuvent être force de proposition et inspirer toutes sortes d'autres professions finalement. Ouais, en fait, l'éco-conception d'un site web, c'est déjà, faut savoir que c'est construire son site de manière à réduire au maximum son impact polluant. On diminue son poids, ses échanges avec le serveur. On peut faire une refonte ou une amélioration de son site existant. C'est, comme on le disait, c'est question de dosage et de cohérence. En fait, un site internet éco-conçu, soit c'est une création, donc on part de zéro, soit on peut adapter en fait son site déjà existant. Alors il y a des idées préconçues entre guillemets sur site internet éco-conçu, en fait mais il y a rien, il y a pas de photos, il y a pas de vidéos, il y a pas de texte. C'est exactement la question qu'on se pose. Il y a rien du tout. Tout simplement non, parce que derrière en fait on joue un petit peu sur tout ce qui va être illustration et picto, et forcément un peu moins de photos, un peu moins de vidéos, mais il y en aura quand même. Derrière, comme je disais, par rapport au back-office, il y a des choses à faire qui sont un peu plus techniques, mais qui sont forcément intéressantes. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est au niveau de la charte graphique, qui est aussi important au niveau des couleurs.
au niveau de la typologie de la police. Aussi, il y a des polices spécifiques, il y a des couleurs spécifiques aussi, qui font que derrière, alors c'est pas non plus un site qui va être qu'avec une couleur verte, hein, c'est pas non plus un site écolo avec couleur verte claire ou vert foncé, il y a toutes les couleurs de possibles, mais derrière, voilà, derrière ça, on va dire, il y a une réduction de l'empreinte qui va permettre aussi, de par des outils, par exemple l'Eco-Index du Green IT qui permet de pouvoir un petit peu auditer et de voir un petit peu le site où est-ce qu'il en est sur différentes visions techniques et voir ce qui est amélioré ou pas. Voilà. Et derrière, ça peut être un site tout à fait entre guillemets normal. Alors forcément, je parle, il y a des sites qui ont des vidéos ou des photos qui prennent tout l'écran, etc. Donc forcément, ça c'est un peu compliqué. Mais derrière, il y a la partie site internet vitrine, page vitrine en fait, et statique qui peuvent être vraiment faits à quasiment 100% en éco-conception. Après, il y a forcément dans le tourisme des sites internet qui ont besoin de beaucoup plus qui ont du codage, qui ont besoin qui ont des systèmes de réservation, enfin qui ont plein de choses en fait un petit peu plus compliquées. Donc forcément là sur le site internet éco-conçu, on est plus sur un développeur web. Ce qu'on a aussi en expertise, tout ce qui est développement web, etc., au niveau codage et tout, pour pouvoir... Oui, en fait, il y a tout l'aspect visuel, ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qui se passe derrière, techniquement, qui fait que ça va améliorer les performances du site. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Alors, comme je dis, surtout, vaut mieux réduire de 20% son impact numérique par rapport à son site internet. C'est mieux que rien, c'est mieux que zéro. D'accord. C'est comme le tourisme. Derrière, si tu proposes un peu plus 10% de tourisme durable dans tes offres, c'est mieux que zéro. Donc voilà. C'est mieux que de ne rien faire. Et puis en plus, les performances du site sont meilleures si en fait on a des contenus un peu moins lourds, etc. Puisque du coup, si les pages s'affichent plus vite, voilà. On est mieux indexé. Ça se charge plus rapidement, donc derrière, forcément, au niveau référencement, t'es en meilleure position. Donc forcément, c'est intéressant. Et derrière, après, faut parler aussi de tout ce qui est hébergement. Parce que derrière, à partir du moment où tu vas faire une refonte, il faut passer sur des hébergeurs qui sont aussi éco-responsables. En fait, la cohérence, elle a lieu dans tout le cycle de vie, que ce soit le site finalement éco-conçu, mais aussi l'hébergement de ce même site, etc. quoi. Exactement. Donc c'est et la fin de vie, j'imagine. Voilà, c'est un tout. Et nous, par rapport au collectif, par rapport à ce que l'on propose et nos expertises, voilà, on s'adapte, que ce soit sur une refonte, que ce soit sur des retouches, on va dire, sur des améliorations. Il y a toujours une partie d'audit, d'analyse et ensuite de propositions d'amélioration à différents niveaux pour que derrière il y ait quelque chose de cohérent. Hein, mais je répète encore une fois, entre guillemets, quand c'est pas vraiment une création, derrière on peut pas être à 100% éco-conçu, mais avoir un pourcentage intéressant, c'est toujours mieux. Et donc du coup, pour terminer un peu cette interview, pourquoi il est important pour les pros de se faire accompagner sur ce sujet du numérique et de la RSE au global, et qu'est-ce qu'ils ont à gagner à s'engager dans cette voie en termes d'image, mais également en termes économiques, parce qu'il y en a certains qui vont dire oui, l'image ok, mais économiquement, qu'est-ce que j'ai à gagner quoi. Alors ça là-dessus. On peut vous prouver avec des chiffres que économiquement c'est rentable. Et c'est pas seulement une question d'image, même si les deux sont un peu liés. Alors les sujets du numérique et de la RSE ont toujours fait un petit peu peur. On a toujours mystifié un peu ces domaines-là qui sont réputés être des domaines d'expertise, dans lesquels les opérateurs du tourisme n'ont pas forcément de légitimité particulière. Donc c'est assez mal connu, c'est mal aimé vu que ça fait peur forcément. Et pourtant, s'engager dans l'action sur ces aspects-là, ça peut se faire en fait en démarrant de n'importe quel niveau d'avancement initial. C'est-à-dire que on n'a pas du tout besoin de s'être renseigné ou d'être un expert dans tel ou tel sujet. La RSE, c'est un petit peu comme la prose de Monsieur Jourdain, on en fait bien souvent sans le savoir. La différence entre une RSE vraiment engagée et ce que les gens percevront comme du greenwashing, même si c'est pas forcément l'intention initiale, c'est de montrer ce qu'on fait de plus que ce qu'on a déjà mis en place ou ce qui est déjà obligatoire.
non seulement tu vas réduire ton empreinte écologique, bon ça c'est une belle chose pour la société, mais en termes d'efficacité à l'intérieur de ton entreprise, tu vas gagner fortement en temps passé par rapport à tes équipes. Qui vont pouvoir se consacrer à des choses qui permettent directement de faire rentrer du chiffre, et le tout avec du sens et de la motivation. Donc au final, au global, tu vas gagner énormément sur ta performance économique. L'étude qui est connue et qui dit que en France, en moyenne, le gain de performance opérationnelle est de 13%. Pour moi, ce chiffre, il est nettement sous-évalué pour les toutes petites entreprises. Pour moi, on est plus sur du 25 à 30%. À partir du moment la mise en place de la commence avec démarche RSE fait gagner entre 13 et 20%, c'est ça que tu dis? Alors, le chiffre officiel, c'est plus 13% en moyenne sur l'ensemble des entreprises toutes tailles confondues. D'accord. Et pour moi, ce chiffre-là, il est nettement sous-estimé. Plus l'entreprise est petite, plus le chiffre est sous-estimé. Parce que forcément, sur une major avec énormément d'effectifs, énormément de services, etc., t'as une inertie, t'as une lourdeur qui fait que l'efficacité va mettre plus de temps à se manifester. Par contre, quand elle se manifestera, ça sera un pic global et ça se verra beaucoup. Et par contre, au niveau des toutes petites entreprises qui ont un petit effectif, l'agilité est beaucoup plus importante. Donc, les résultats vont se faire sentir beaucoup, beaucoup plus vite. Pour moi, la performance, elle est énorme parce que tu pars d'un état où t'avais pas forcément une organisation, une démarche qualité, un niveau de processus équivalent à celui des grandes boîtes pour lesquelles le processus est tout simplement vital, parce que sinon tu t'en sors pas. Dans les petites, tu peux t'en dispenser. Mais si tu le fais et si tu dimensionnes ton processus et notamment ton plan d'action RSE vraiment à ta taille et vraiment en fonction de ta stratégie d'entreprise, ça peut être un moteur de croissance, un levier de développement, mais énorme. Pour moi, énorme et rapide. Bon, merci en tout cas Elsa, parce que ça c'est vraiment le sujet, parce que du coup c'est vrai que ce qui se dit beaucoup aussi c'est c'est une bonne image, mais qu'est-ce que j'y gagne? Et je sais qu'il y a certains opérateurs qui ont besoin d'entendre que derrière il y a le côté économique qui les attire, donc c'est important de parler de ce sujet-là et que c'est pas juste pour faire plaisir à la société et pour se faire plaisir, on le fait aussi. L'entreprise est là pour vivre, quoi. C'est ça, voilà. Exactement. Ça reste un sujet, quoi. Voilà. Donc en fait, économiquement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect extérieur, c'est la pression des parties prenantes et des clients, parce que même en étant une toute petite entreprise, on peut avoir des clients soumis déjà eux-mêmes à des obligations de reporting extra-financier ou des démarches RSE qui impliquent leurs parties prenantes. Donc ça veut dire que toute la chaîne doit s'y mettre. Voilà, donc ça va être une demande de l'extérieur. Et puis, ça peut être aussi une demande de l'intérieur, c'est-à-dire qu'on voit à un moment donné que dans les fonctionnements de l'entreprise, il y a des choses qui sont pas très efficientes. On n'arrive pas vraiment à profiter, à surfer sur les bonnes vagues. On n'arrive pas à profiter des opportunités. On n'arrive pas à se distinguer. On n'arrive pas à être visible. On galère. On ne sait pas pourquoi. Une démarche RSE va te permettre, en agissant sur différents leviers, de mettre en place des choses à l'échelle globale et de te distinguer, en fait, de te rendre vraiment visible, efficace et distinctif. Et c'est là que tu vas commencer à avoir les fruits. Et c'est là que tu vas commencer à pouvoir rentrer du chiffre parce que tu vas attirer d'autres types de clients sur d'autres offres. Tu vas être amené à rationaliser un petit peu ce que tu fais, à te concentrer sur vraiment ce qui est efficient, ce qui te ressemble, ce qui est cohérent avec ton identité de marque, ce qui fait que ça va marcher. Et là, tu commences vraiment à fonctionner différemment, avoir un autre business model et gagner du chiffre de manière beaucoup plus efficace. C'est ce que disait aussi Alexandre sur le fait aussi qu'on n'est pas obligé d'avoir toute son offre qui est aussi engagée aussi. On peut avoir différents types d'offres. On n'est pas obligé on peut commencer par une petite production. On peut Exactement. Faire différentes étapes. On fait test and learn, c'est-à-dire que tu mets en place des choses, tu regardes quel est l'accueil de cette offre, tu regardes si ça intéresse, et puis tu corriges en conséquence, tu la développes si tu sens qu'il y a de la demande, ou tu la modifies si ça marche pas. Et tu peux aussi reprendre tes offres dites classiques, et puis leur apporter quelques petites modifications
qui vont dans le sens du durable, sans forcément afficher que c'est durable. Hein. T'es pas obligé de l'afficher. Hein. Si tu as un public qui est pas forcément très sensible à ça, tu peux le glisser au passage. T'es pas obligé d'en faire un argument de vente massu. Et tu fais évoluer ton offre comme ça au fur et à mesure en prenant en compte les retours du terrain. Et tu t'aperçois que en surfant sur vraiment en étant proche des attentes de tes clients, tu vas commencer à les fidéliser, ce qui est pas gagné dans le milieu du voyage, la concurrence est rude. Tu fidélises, tu attires, et puis tu navigues en fonction de ça en fait. Et ça, c'est typiquement une démarche amélioration continue, RSE, c'est le même principe. On arrive à la fin de l'interview, on a pas mal discuté de plein de sujets. Est-ce que vous avez un message que vous avez envie de faire passer à l'égard des pros du voyage concernant le sujet de l'impact numérique? Une dernière petite phrase. Écoute, moi je dirais que osez, allez-y, n'hésitez pas. C'est des évolutions qui sont positives et qui vont se généraliser. D'autres secteurs ont évolué, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit tout ce qui est habillement, etc., sur un peu plus d'éthique, de durable, de responsable, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme doit être un des leaders, si ce n'est le leader de ce tourisme durable, doit faire avancer aussi ce numérique responsable et a on va dire une fonction importante pour cette orientation-là, que ce soit en France, mais que ce soit aussi à l'étranger. Donc, je pense qu'on est sur un changement assez important de par cette période de Covid. Je pense qu'il faut prendre le train en marche et vraiment avancer et être dans l'action. Okay. Voilà, je dirais être dans l'action et surtout ne restez pas seul. Ne restez pas seul parce qu'effectivement, c'est normal d'avoir des questions. C'est normal d'avoir des difficultés à se positionner. L'équation du positionnement, elle ne va pas se résoudre en agissant seul dans votre coin. Elle va se résoudre en étant en lien, non seulement avec vos clients, vos futurs clients, les clients que vous auriez envie d'avoir, mais aussi avec les autres professionnels. C'est super important de travailler en équipe. Et on a tout à gagner à travailler ensemble. Pour faire du tourisme durable, de toute façon, on ne peut pas le faire seul dans son coin. Ça implique toute la chaîne de valeur. Donc, c'est important d'avoir un lien avec non seulement tous vos partenaires, tous vos prestataires, mais aussi ceux que vous pouviez voir avant comme des concurrents. En fait, il n'y a pas de vraie concurrence quand on a des offres distinctives. Et on a vraiment intérêt à travailler ensemble, à partager les expériences pour progresser ensemble, pour aller plus loin ensemble. Il peut y avoir de la place pour tout le monde. Et c'est vraiment important de changer son paradigme sur cette manière de travailler par rapport aux autres et sur son positionnement. Et naturellement, vous allez être amené à évoluer sur un positionnement beaucoup plus stable, beaucoup plus détendu et beaucoup plus impactant. Voilà, donc ça, moi, c'est vraiment mon message, c'est n'oubliez pas le pouvoir de l'intelligence collective. C'est massif. Super. Merci Alexandre et merci Elsa, c'était une superbe interview avec plein d'insights, donc merci d'avoir partagé ces informations. Je pense qu'il y a plein de nos auditrices et de nos auditeurs qui connaissent pas du tout le sujet et j'espère que ça va les aider à se projeter un petit peu dans les enjeux du sujet et ce qu'on peut faire et du coup de ne pas rester seul, comme le dit Elsa, et du coup contacter le collectif pour vous faire accompagner, ça c'est important. Donc voilà. Merci à tous. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!